Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une passion pas contrariée, mais en tout cas qu'on vous a étouffé dans votre volonté précoce dès l'âge de 14 ans de vouloir faire du journalisme sportif? Ma mère m'a étouffé, oui, c'est sûr, voulant absolument me voir faire des études. Parce qu'en fait, ma passion, elle vient du sport quand même, c'est le point de départ. Et en fait, quand j'étais gamin, je voulais être footballeur professionnel. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais le bac, impérativement le bac, avoir le bac, c'était l'objectif. Et là, donc, j'ai été très très malheureux, quoi, parce que j'ai pas pu en fait. Il y a peu de footballeurs bacheliers aujourd'hui. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça n'empêche pas les champions du monde. Hein. Par ailleurs. Donc vous avez été jusqu'au bac et ensuite vous êtes laissé entraîner par... Voilà, donc après j'ai passé un concours d'école de commerce que j'ai réussi. Et après vous êtes pris dans un engrenage. Vous trouvez un premier job. Enfin, j'ai fait des études aux États-Unis. Je suis rentré des États-Unis. Je suis rentré dans une société américaine. Et vous commencez à gagner votre vie, correctement votre vie. Et puis plus les années passent, plus vous gagnez d'argent. Vous achetez un appartement et c'est un engrenage. Et en fait, je suis arrivé à 40 ans. Et là, toutes les conditions étaient réunies en fait pour que je puisse enfin... vous avez remboursé l'appartement, vous aviez remboursé. Voilà, j'ai aucune dette. Et vous repartez à zéro, là? Je repars à zéro. Comment vous vous êtes débrouillé pour repartir? D'abord, il y a le moment de la décision où vous avez... Parce qu'entre vouloir le faire et le faire pour de vrai, il y a une différence qui est colossale, quoi. C'est une décision qui se prend forcément au moins à deux avec votre épouse? Non, non, j'ai pris la décision tout seul. D'accord. Votre femme vous a posé les conditions? Non, disons qu'elle n'était pas d'accord sur le principe, et moi je croyais dans mon succès futur. Et en fait, je ne peux pas vivre sans le sport et sans l'image, sans la télévision. Et donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, tu arrives à 40 ans, si tu attends encore, c'est complètement fini. Donc là, maintenant, tout est là, vas-y, fonce. Et puis... Alors que vous aviez dans les mains un contrat qui était déjà signé. J'avais effectivement un contrat avec... J'avais anticipé en fait, parce que j'ai souffert entre guillemets d'un plan social au même titre que 300 personnes. J'avais anticipé tout ça et j'avais pris des cours du soir en fait de journalisme. Et en plus, en parallèle, j'avais quand même assuré un certain... La sortie, comme on dit. Voilà, sortie. En disant, si je me plante, imaginons que je ne sois pas pris à l'école parce qu'il y avait des examens passés, etc. Au moins, tu auras quelque chose. Et donc, j'avais signé effectivement un très gros contrat avec une société américaine. Qui vous proposait 50 000 balles par mois, plus une fameuse voiture. Voiture de fonction, à 5 km de la maison. Ouais. Gros job à l'international. Et j'ai dit non, c'est pas ça. Ta voix, c'est pas celle-là. Votre femme l'a compris? Elle a du mal. Encore aujourd'hui, on en discute encore de temps en temps. Et elle a beaucoup de mal. Mais cela étant dit, en 18 mois, j'ai fait du chemin. Et petit à petit, les gens autour de moi se font l'idée que je vais peut-être réussir dans ce métier. Alors, le chemin, ça commence par des stages. Vous n'êtes pas exactement à l'âge d'un stagiaire. J'imagine que vous avez même formé des stagiaires quand vous étiez cadre supérieur. Vous avez arrivé des stagiaires de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, autour de la sortie des études. Vous vous retrouvez avec des stagiaires qui ont quel âge dans les services par lesquels vous passez? 21, 22, 23, 25 ans maximum. La moitié de votre âge, en gros, quoi. Oui. Ça vous vaut des réactions, des réflexions? Non, ça se passe relativement bien. Enfin, ça dépend. J'ai deux expériences différentes. J'ai une expérience Équipe TV, une expérience France 3. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Bah, racontez-nous alors la différence entre les deux expériences. L'équipe TV, c'est plus simple, en ce sens que c'est une chaîne qui est plus petite, donc plus dynamique. Qui vient de se monter en plus. Voilà, qui est en train de se monter. Donc on vous donne tout de suite des responsabilités, entre guillemets. En tous les cas, on vous donne votre chance. Et il n'y a pas trop de personnel. Donc on a la possibilité de s'exprimer en fait très rapidement. Alors que France 3 est une immense maison. France 3 c'est une immense maison, il y a du personnel, il y a une organisation qui fait qu'on a plus de mal à s'intégrer dans une équipe. Les places sont déjà, prises là, depuis un certain nombre d'années, quoi. Et puis je ne suis pas un journaliste à part entière, donc c'est difficile de prétendre à l'être. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous à France 3 quand on voit arriver un stagiaire de 40 ans qui repart à zéro, quoi? Bah, ça fait que 3 jours, donc c'est extrêmement court. Non, mais l'accueil doit être spécial quand même. C'est vous, le nouveau stagiaire, on a du mal à le croire, quoi. Ouais, c'est pas évident. Les gens sont un peu entre guillemets, quoi, par rapport à ma venue et le fait que je me reconvertisse dans ce domaine. Vous vous sentez plus heureux qu'avant? Ah oui, il n'y a pas photo. Ouais. Je suis dans mon univers. Je suis dans mon univers, je vis, en fait, j'ai fait des choses extraordinaires depuis, ça fait 1 mois et demi, grosso modo, que je fais ce métier comme stagiaire. J'ai fait des choses, parler de Batistuta par exemple. J'ai fait une interview en espagnol de Batistuta. Les filles, vous connaissez Batistuta? Batibol, un des plus grands joueurs attaquant de la Fiorentina.
plus grand joueur du monde au football, enfin, pratiquement l'équivalent de Ronaldo. Enfin, c'est quelqu'un qu'on compare à Ronaldo, qui joue en Le Italie. buteur de l'Argentine. Ouais. Bon, j'ai fait une interview que j'ai complètement improvisée. Ça faisait 2 jours qu'on parlait dans l'équipe et le Parisien de Batistuta venant à l'Olympique de Marseille. Et à l'équipe TV, on en avait ras-le-bol d'entendre ça. Ouais. Et j'ai pris le taureau par les cornes. Par les cornes, j'ai demandé au patron de la rubrique foot s'il n'avait pas un contact en Italie. Il m'a donné un numéro de téléphone. Et le soir, j'avais une interview de 10 minutes de Batistuta. Bon, ça, c'est. Ça vous procure un plaisir fou, ça. Ouais. En plus, il a fallu négocier parce qu'il ne voulait pas parler à la presse. Je fais l'interview en espagnol, je la traduis, elle passe à l'antenne derrière. Je veux dire, le matin, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais enfin, je veux dire, là, vous n'avez jamais connu des joies pareilles dans votre vie professionnelle passée? C'est extraordinaire. Jamais. Extraordinaire. Vous êtes sûr que vous allez y arriver? Enfin, en tout cas, vous êtes. Comment? Rappelez-moi la phrase du samouraï. La victoire précède le vainqueur. Oui, c'est ça. Il faut y croire. Vous y croyez, doit comme faire. Hein. Vous êtes sûr que vous allez y arriver? C'est quoi votre but ultime? C'est commenter le mondial 2002? Non, c'est Sydney. C'est Sydney, les Jeux Olympiques 2000. Il faut que je trouve quelque chose pour Sydney. C'est pas cet été-là, c'est l'été d'après, quoi. Ouais, c'est septembre 2000. Les JO de l'an 2000. Vous avez donc sacrifié toute une part matérielle qui a forcément eu une importance dans votre vie, parce qu'on s'habitue à son petit confort bourgeois. C'est pas Madame Tessier? Certes. Ça va, vous l'avez bien supporté, ça? Là, actuellement, j'ai une baisse de salaire de 50% par rapport à ce que je gagnais habituellement. Et demain, j'aurai environ 40% de mon ancien salaire. Et après-demain, j'aurai plus rien. Il faudra que je vive de mon travail. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète un peu en ce sens qu'aujourd'hui, je ne suis pas complètement opérationnel. J'en ai bien conscience. Et il faut que des chaînes de télé acceptent de prendre un garçon comme moi, d'investir un minimum pour qu'au bout du compte, je sois complètement opérationnel et que je sois un vrai journaliste sportif. Performant, comme on dirait pour les sportifs. Rapide, efficace. Monsieur est habité par sa passion, un peu comme vous, Paul. Vous avez vous aussi sacrifié une bonne part de vos revenus matériels quand vous avez quitté le métier de chirurgien pour devenir rebâtisseur de villages abandonnés? Ah oui, bien évidemment, mais moi je ne crois pas qu'il faut poser le problème. Elle se pose comme ça la question quand même. Non. Non, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Certains se la posent comme ça, c'est pour ça. Mais oui, mais justement, moi, tous les gens qui viennent me voir, il y en a beaucoup, viennent me dire on voudrait faire comme toi ou comme vous, et alors comment vous avez préparé ça? Non, alors une passion, ça ne se prépare pas. On décide un jour de faire ce qu'on fait, et après on fait suivre. Alors, au point de vue matériel, pour répondre rapidement, parce que, au point de vue matériel, on change de niveau de vie, qu'ils vous l'avez bien entendu. Vous savez, on peut vivre avec peu de choses, on n'est pas. Surtout donc, quand on vit au soleil, absolument, voilà. Dans un petit village de montagne. Moi, mon grand malheur, quand je me réveille, c'est de me réveiller au soleil, oui, de la Drôme provençale, là, dans un cadre somptueux. Là, les Baronnies, c'est magnifique. Moi, je suis dans le coin de la Motte-Chalon-Con, c'est une merveille, vous comprenez. Alors, d'abord, on se réveille le matin heureux, ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, bien entendu, on ne vit pas avec les mêmes charges, ça vous avez raison de le dire. Alors c'est là un petit peu, n'est-ce pas, le problème difficile. Si on veut reprendre avec sa passion le même... Alors, vous comprenez, je ne sais pas comment dire, une passion, ce n'est pas fait pour vous nourrir, une passion, c'est fait pour être heureux. Alors quand vous me posez la question tout à l'heure, on a besoin de se pour nourrir pour l'entourage, vivre. etc., de toute façon, n'est-ce pas, on ne rend heureux son entourage que si on est heureux soi-même. Donc je crois qu'il faut être très égoïste. Et écouter son cœur. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est... voilà. Et s'écouter soi-même. Et s'écouter soi-même. Et il y a une... Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont incapables d'aider les autres quand elles ne sont pas bien elles-mêmes, mais je pense qu'il y en a aussi d'autres qui sont capables d'aider les autres quand elles ne sont pas bien. Enfin, vous avez des exemples en tête? Peut-être à commencer par vous-même? Ouais, je sais que je l'ai fait. Donc quand, voilà. Quand vous n'étiez pas au mieux de votre épanouissement? Oui. Ouais. Voilà, je crois à ça, moi. Mais on peut avoir... ça m'a beaucoup étonné qu'on ne puisse pas avoir plusieurs passions dans sa vie. On ne change pas forcément de vie pour une passion. Moi, j'ai eu plusieurs passions dans ma vie professionnelle, de chirurgien que j'ai adoré. J'ai fait de la chirurgie expérimentale à un moment où c'était passionnant. Les greffes d'organes, il y a 30 ans, c'était vraiment... Je me rappelle d'une semaine où je n'ai pas dormi 3 heures après avoir fait une transplantation. Pendant une semaine, vous avez Pour surveiller, oui, j'ai dormi 3 heures. En une semaine. Mais j'avais 25 ans ou 30 ans. Ouais. Bon, donc on peut être passionné plusieurs fois et je crois que, voilà, j'ai été passionné pour Pomerol, je le suis toujours. Pomerol, c'est le village que vous reconstruisez? C'est le village que je reconstruis. C'est pas le Grand Cru, parce que non, pas le droit. non, ce serait évidemment peut-être plus pratique, ou alors je pourrais mettre du vin en bouteille, mais
Et maintenant, je pense un peu aussi à l'avenir de Pomerol. J'essaie de protéger ce que je vais faire, mais je crois qu'on m'avait posé la question et vous avez demandé si on pouvait se passionner encore pour autre chose. Je vais vous donner un scoop. Depuis 1 an, je me partage entre Pomerol et Porquerolles. Vous voyez la différence? Et Porquerolles, qui est cette île en face de la presqu'île de Gien, qui est mythique, on m'a confié, enfin, la Marine nationale qui le possède et le parc national, grâce à son directeur qui est un très clairvoyant, qui est un épatant, on m'a confié la restauration du fort du Grand Langoustier sur l'île de Porquerolles. Et pendant quelques semaines, j'ai quand même... Je l'avais demandé, mais en pensant que bon. Que vous l'obtiendrez pas. Et j'ai bien réfléchi, je me suis dit, ça va me remettre... Alors, pour l'instant, je continue à Pomerol et je me partage avec les deux très harmonieusement. Mais il est de quelle dimension, ce village? On ne se rend pas compte. Vous construisez combien de maisons en même temps là? Le village? Ouais. Ah ben, le village, j'ai construit... Vous savez, j'ai construit en 27 ans, j'ai construit une quinzaine de maisons, on peut pas dire. Il y en a des tout petites... Certaines maisons de la Drôme sont extrêmement... De masure, comme... Voilà, mais il y a combien de personnes qui y habitent aujourd'hui? Ah, mais qui habite au village en ce moment, j'habite seul avec Anne, parce que je suis un homme. Seul dans un village de 15 maisons que vous avez construites? Oui, mais alors non. Attendez, les maisons sont utilisées. Pendant un certain temps, d'ailleurs, j'ai toutes des familles de Laotiens que j'avais accueillies, il y a eu des artisans, etc. Puis le monde va, aussi en 27 ans, les choses changent. Et le village vit toujours. Et depuis un grand nombre d'années, vous posiez la question financière, depuis un grand nombre d'années, sur les conseils des gens des autorités locales, j'ai créé une association et les gens qui viennent visiter le village, qui sont les cotisants de cette association, permettent que le village continue à construire au point de vue financier. Moi, le village de Pomerol s'autofinance depuis longtemps, à cause des visites, grâce aux médias, qui n'ont pas que des effets néfastes. Ah bon? Voilà, non. Et qui ont souvent des effets très bénéfiques. Et voilà Pomerol aujourd'hui. Et voilà Pomerol tel que... J'ai rajouté au sommet Une petite touche personnelle? Oui, non, de toute façon, le village de Pomerol... Ça, c'est vous qui avez construit tout ça? Oui, le village de Pomerol est une invention car on n'a pas d'image du vieux village quand il était entier. Ça n'est pas temps quand même, non, de refaire un village comme de ses propres mains comme ça? Non, c'est vrai, félicitations, M. Gillard. Je me mets en face et je le dessine, comprenez-vous? Ce n'est pas une reconstitution. C'est pour ça que le travail que je vais faire au Langoustier m'intéresse, parce que là, au contraire, c'est une reconstitution historique. Là, les deux sont intéressants. D'accord. Là, on rentre dans un domaine un peu plus technique. Non, mais je parle pour moi, je suis un homme manuel, vous l'avez dit tout à l'heure, très justement. Un chirurgien est un manuel. D'ailleurs, chirurgos, ça veut dire travailler la main en grec. Donc, ça, c'est l'origine du mot chirurgien. C'est l'origine du mot chirurgien. On va finir avec un dernier témoignage, celui vous parliez du vin tout à l'heure quand on évoquait Pomerol, c'est pas le Pomerol de Bordeaux, c'est un autre Pomerol qui est dans la Drôme. Une dame qui s'est lancée dans le vin après avoir quitté une vie parisienne et qui va nous dire que la passion a un prix quand même, et pas seulement un prix financier comme celui qu'on évoquait. Chantal Locouty, si vous pouvez bien nous rejoindre, madame. Bonsoir, bienvenue. C'est bien ça là? Vous êtes la dernière intervenante de cette émission. Peut-être une réaction à ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Est-ce que vous avez l'impression de partager beaucoup de choses avec tous ceux qui se sont exprimés? Partager, oui, bien sûr, parce que la passion a des éléments communs qu'on a retrouvés un peu partout. Je suis assez d'accord avec monsieur pour dire que pour vivre une passion, on ne pense pas à l'argent et que ça, c'est complètement secondaire. C'est une chose qui intervient qu'après. La passion, c'est fait pour être heureux, d'abord. Donc, quand je dis la passion a un prix, c'est pas d'argent. Enfin, on a parlé d'argent. Oui, j'entendais bien. Non, je voulais dire qu'elle a un prix, c'est-à-dire que là, on a vu quand même assez bien le côté positif de la passion. Le côté positif, c'est c'est un extraordinaire moteur qui apporte de l'énergie, de l'enthousiasme. Mais parfois, le prix à payer est assez élevé. Je veux dire qu'on abandonne des choses, ça se traduit en certaines déceptions ou désillusions parce que la réalité n'est pas forcément conforme à ce qu'on avait dans la tête. De quoi avez-vous souffert en lâchant votre boulot de col blanc dans une grande ville pour faire pousser des vignes et fabriquer du vin? Il y avait d'abord une adaptation absolument nécessaire parce que dans notre cas, on quittait le nord pour le sud. C'est pas évident parce que c'est très amusant de vivre au pays de Pagnol et de Don Camillo, mais pour travailler, c'est beaucoup plus difficile. Il y avait une adaptation à faire du côté citadin à rural et aussi d'intellectuel, entre guillemets, puisque moi j'étais journaliste, à un côté vraiment manuel et concret. Donc des fois, c'était assez... Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre?
Quelles sont les additions de petites choses, de petites contrariétés qui vous ont un peu secoué, hein, même dans l'exercice de cette passion, quoi. Ah, secoué complètement, par moments, oui, c'est vrai, bien sûr. Limite remise en cause, quoi. Ah, limite, moi c'est vrai que pendant les vendanges 96, je me rappelle, une nuit je devais ouvrir une vanne de cuve parce que la fermentation me prenait et j'y arrivais pas parce que physiquement j'y arrivais pas et je me suis effondrée, je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant il faut que tu rentres à Paris, c'est fini. Voilà, bon ça c'est des moments de découragement passager. Mais qui peuvent durer des semaines quand même. Qui peuvent durer des mois. Un certain temps quand même. Bon, je vous dis, à côté de ça, on a l'enthousiasme, donc ça va. Puis faire un vin, un grand vin en plus, c'est passionnant. Le vin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez perdu, qu'est-ce que vous avez gagné en opérant ce changement de vie? Alors, j'y ai gagné d'abord d'avoir un des plus beaux vins du Languedoc, enfin un domaine, et je pense que maintenant on fait un grand vin. Et ça, c'était important pour moi parce que c'était un challenge aussi de montrer que dans ce Languedoc, qui a été jadis si méprisé, c'était le pays du gros rouge qui tâche, en fait de démontrer qu'on pouvait y faire un très grand cru, au même titre que les grands crus de Bordeaux et Bourgogne. Donc ça, c'était un peu le challenge professionnel et personnel. Ce que ça m'a apporté, c'est qu'on a restauré complètement un bâtiment du XVIe siècle, remonté les caves, et c'est important de s'inscrire dans la durée. C'est important de bâtir, donc ça, je suis contente de ça. C'est important de créer, je pense, dans l'épanouissement de toute vie humaine. Le vin, pour ça, c'est absolument extraordinaire, parce que le vin, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui me passionne, c'est à la fois intellectuel, parce qu'un grand vin, ça se pense à l'avance, ça se conçoit, ça s'accouche, ça s'élève, et en même temps c'est extraordinairement sensuel. Un grand vin, c'est les saveurs, les odeurs, c'est la cave, c'est la fermentation, et tout ça passe par le charnel. C'est pour ça que les vignerons ne sont pas tout à fait des agriculteurs comme les autres. J'aurais pas pu élever des betteraves ou du blé, quoi. Je veux dire, le raisin et l'accouchement du vin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, une passion qu'on retrouve parfois chez certains éleveurs, notamment, qui ont des relations passionnelles avec les animaux. Moi, qu'ils je fais la comparaison élèvent. avec les éleveurs de taureaux, puisque nous sommes dans le sud et que nous avons beaucoup d'éleveurs de taureaux, et c'est tout à fait ça. Taureaux de course camarguaise, hein, là-bas, et taureaux avec les cornes en l'air. Oui, il y a aussi des de courses. Je suis à côté de Béziers, et c'est une grande plaza. Oui, une grande plaza de toros. Là, c'est les taureaux espagnols. Hein. Ceux qui vont dans les corridas cette fois. Ça, c'est ce que vous avez gagné. Qu'est-ce que vous avez perdu en route? Alors, les déceptions, elles sont venues enfin, certaines déceptions, et là aussi, je dis que c'est un bémol, c'est pas une remise en cause générale. C'est un métier qui est quand même assez ingrat. Sur certains côtés, beaucoup plus en tout cas que je l'avais soupçonné, parce que quand on est à Paris, et pourtant j'étais journalisme dans le vin, mais c'est pas un métier forcément marrant. Vous prenez l'exemple des vendanges, tout le monde s'imagine, Yukaidi, Yukaida, on ramasse. C'est pas du tout ça la réalité. Les vendanges, c'est très dur, c'est même harassant. Chez nous, il fait 30 à 35 degrés, il y a des tensions entre les ouvriers, c'est le moment où on va récolter le fruit de l'année, donc enfin, il y a des choses assez dures qui se passent. Donc ça, c'est des illusions sur le métier qui sont un petit peu perdues. J'ai au contraire découvert des choses très enthousiasmantes. Mais concernant vos anciens amis, oui, alors ça c'est aussi, mais ça c'est le propre quand on quitte Paris. Il y a quand même des choses qu'on laisse derrière soi. Dans le cas de Paris, c'est vrai que nous actuellement on vit dans un certain isolement culturel, j'allais dire, parce qu'il faut faire 120 km et aller à Montpellier pour voir un film en VO. C'est vrai qu'on laisse derrière soi les amis, on s'en fait d'autres, mais il manque tous ces contacts quotidiens qui tissent l'amitié, et ça on le laisse un peu derrière soi, quoi.